Bonjour à toutes et à tous et nous nous retrouvons avec Stéphanie Rist, Bonjour. la députée du Loiret. Vous êtes Stéphanie Rist, rapporteure de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, avec Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonjour Lamine Garbi. Voilà, nous allons dialoguer comme nous le faisons ce mercredi 24 mai 2023 sur le plateau FHP Direct ici à Sontexpo. Les acteurs de la santé ont la parole. Alors Stéphanie Rist, est-ce qu'il y a un médecin, un hospitalier, un homme ou une femme de la santé qui ne vous connaît pas? Oui, je crois qu'il y en a qui ne me connaissent pas. C'est difficile, hein? Et un médecin généraliste qui ne vous connaîtrait pas? Ça existe? C'est vrai que j'ai porté des lois, deux lois en quelques années qui ont emmené des discussions parfois fortes, parfois avec des mécontentements. À chaque fois, j'espère l'avoir fait dans le respect, en tout cas, et avec mes convictions et les convictions de beaucoup, puisque ces lois ont été votées, pour faire avancer, notamment améliorer l'accès aux soins sur les territoires. Alors, même vos lois ont été parfois très bien votées. Oui. Rappelez-nous ces deux lois, on en parle de deux, hein, essentiellement. Oui, il y a deux lois. Il y a une loi qui a été promulguée en 2021, qui fait parler d'elle en raison de l'intérim, qui est maintenant plafonné. Mais il y avait beaucoup d'autres choses dans cette loi, puisqu'il y avait aussi la gouvernance hospitalière, notamment le fait de remettre le service comme échelon principal à l'hôpital. Et la seconde? Et la seconde loi qui vient d'être promulguée il y a une semaine et qui concerne l'ouverture à l'accès direct de certaines professions, comme les kinésithérapeutes, les orthophonistes ou les infirmières en pratique avancée, dans le cadre de soins coordonnés en maison de santé, en centre de santé. Là aussi, pour améliorer d'une part la qualité de prise en charge des patients et d'autre part l'accès aux soins. Ces deux lois, selon vous, elles resteront structurantes pour l'avenir de l'hôpital, du système de santé? Parce que quel diagnostic vous portez? Moi, c'est avec beaucoup d'humilité que je regarde ça, et le travail que je peux faire correspond à une évolution du système. La loi sur l'ouverture de l'accès direct est une brèche dans le monopole historique qu'avaient les médecins, et c'est pour ça aussi que ça a été un peu compliqué. C'est une ouverture qui correspond à ce que font beaucoup d'autres pays et qui va permettre des évolutions de notre système. Mais on voit aussi, quand on regarde l'histoire, que certaines lois ont été votées puis transformées dans les suites. Donc on verra bien la suite. Vous, Lamine Garbi, les lois que la députée Stéphanie Rist a portées, ça restera pour vous des lois structurantes? La loi sur l'intérim médical, évidemment. Évidemment, Agnès Buzyn avait tenté de réguler ces mercenaires qui polluent vraiment le paysage médical, mais sur tout le territoire. Chez nous, dans les hôpitaux publics, bien sûr, c'était une plaie. Olivier Véran aussi avait tenté, je me rappelle ici même, d'encadrer, et puis il a dû renoncer avec repoussant les délais. Eh bien, François Braun l'a fait. Grâce à vous, Stéphanie, votre loi, et elle s'applique. Elle s'applique. Alors bien sûr, sur certains territoires, il y en a qui sont un petit peu déviants. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques dérives. Mais vraiment, ça nous aide parce que ça permet de moraliser le secteur. Ça permet de trouver des remplaçants à des tarifs qui sont tout de même élevés. 1 390 € pour 24 heures, c'est quand même, aujourd'hui, quand on parle d'un salaire minimum, c'est quand même élevé. Mais ça nous a grandement aidé. Et notre ministre nous a félicité, je dirais, pour l'accompagnement, parce que j'ai tout de même un regret. On applique une loi pour laquelle on n'est pas obligé. C'est quand même un petit peu extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est un petit peu exclu de cette loi. C'est pour les hôpitaux publics, la fonction publique hospitalière. Et moi, j'ai voulu vraiment faire comme si, donc c'est vrai que j'ai un peu, je dirais, non pas changé les termes, mais fait en sorte que nous étions pleinement appliqués pour pouvoir en bénéficier. Mais pourtant, quand on écoute ici, dans les travées de Sontexpo, certains directeurs d'hôpital, ils vous disent oui, mais enfin, vous nous avez mis dans une situation impossible, je n'arrive plus à trouver de médecins. Je crois que le vrai sujet sur le fait d'avoir des difficultés à trouver les médecins, elle ne relève pas de cette loi. D'ailleurs, avant cette loi, il y avait des services, notamment d'urgence, qui fermaient. On n'a pas attendu la loi pour avoir des difficultés qui est en fait liée à la démographie médicale. Cette démographie médicale, il faut la regarder en face, et c'est le pourquoi de la loi sur les pratiques avancées notamment. Mais
Et effectivement, certains hôpitaux qui étaient fragiles, qui auraient peut-être dû aussi fermer des services, même sans cette loi, peuvent être accélérés dans leurs difficultés avec cette limitation de l'intérim. Je le reconnais volontiers. C'est aux professionnels, aux politiques, à l'ensemble des forces vives, et je vous en remercie de s'adapter à cette démographie médicale et à créer les coopérations qui vont permettre de prendre en charge les patients. Alors au-delà des mesures là, que vous évoquez, pour aller vite, de transfert de compétences, enfin quel que soit le terme, est-ce qu'on fait assez sur l'augmentation du nombre possible de médecins qui peuvent arriver d'ailleurs par la formation initiale dans nos facultés, mais aussi de l'étranger. Alors, il y a plusieurs mesures sur les PADU, notamment, qui sont prises. Nous venons d'interroger le député Neuder, votre collègue de l'Assemblée nationale, qui dit que franchement, on ne fait pas assez. C'est-à-dire qu'il faudrait augmenter beaucoup plus le nombre de médecins et que le numerus clausus n'a pas disparu. Qu'est-ce que vous répondez ? Il a raison. Il a raison. On a enfin arrêté le numerus clausus qui entraînait une augmentation d'une quinzaine de pourcents de plus de médecins formés, ce qui est bien. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que dans 10 ans, nous aurons assez de médecins. En parallèle de ça, nous avons un vieillissement. Nous aurons besoin de médecins formés différemment, par contre. Et je crois que c'est tout cet enjeu-là qui est plus important que le nombre. En vérité, c'est quelle formation pour les futurs professionnels demain, alors que l'intelligence artificielle arrive, s'accélère de façon majeure, alors que tous les outils numériques, on le voit bien, prennent une place de plus en plus importante. C'est plus que le nombre de médecins formés, on devrait aussi se poser la question de quels professionnels on forme demain, quels médecins, et puis j'y tiens beaucoup, quels autres professionnels que médecins. Je pense à des mathématiciens, des data analystes, tous ces professionnels dont on va vraiment avoir besoin. Et je trouve qu'on n'est pas... Voilà, on pourrait être plus moteur sur ce sujet. Dans vos petits villages du Loiret, au fin fond du Loiret, les data analystes, vous arrivez à faire passer le message à vos concitoyens qui, eux, veulent un vrai docteur? Dans mes petits villages du Loiret, c'est un des premiers endroits où il y a eu des cabines de téléconsultation. Les difficultés entraînent de l'innovation, entraînent la coopération entre les acteurs. Toute ma région, qui est la région la plus en difficulté d'un point de vue démographique, est couverte en coopération professionnelle territoriale de santé, avec une certaine efficacité sur des rendez-vous de soins non programmés. Donc on voit bien l'avantage d'avoir des difficultés, c'est aussi d'être moteur dans des innovations et notamment dans le numérique. On parle un peu de questions économiques, un peu de gros sous. Oui. Vous avez... Oui. Juste rebondir sur le numerus clausus. Il n'y a jamais eu aujourd'hui autant de médecins inscrits à l'ordre, en nombre. Oui, mais pas rapporté à la population et au vieillissement de la population. Et ils travaillent moins. Là où notre fédération peut jouer un rôle dans la formation, parce que le numerus clausus augmente, c'est dans les terrains de stage, qui vont manquer dans les hôpitaux publics. Donc il faut que les doyens, avec nous, prennent conscience que nous sommes des terrains de stage enrichissants. Aujourd'hui, seulement 1% des internes viennent dans nos cliniques, alors que nous avons des compétences, parce que tous nos médecins viennent de cette belle formation enseignée par les centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire que là, tout le monde s'arrache les jeunes. Oui, la ville aussi. Et les moins jeunes aujourd'hui. On a de l'avenir, Pascal, on a de l'avenir. C'est vrai. On a d'ailleurs pris des mesures pour faciliter le travail des moins jeunes avec les cumuls. Nous sommes seniors, on ne veut pas l'admettre, mais on est seniors. Moi, j'ai la rhumatologue qui est avec nous dit que l'âge ne dépend pas du nombre des années. Non, mais de ses articulations un peu quand même. Un peu des articulations. Bon, moi ça va pas mal, merci. Nous avons un tout petit peu perdu le fil de notre conversation. Vous vouliez parler de gros sous. Je voulais parler de gros sous. Et notamment du printemps social, de l'évaluation. Il y a une réforme qui passe un peu inaperçue, c'est aujourd'hui l'évaluation de toutes les lois. Et notamment d'ailleurs des lois de la protection sociale, c'est ça ? Oui, tous les printemps, nous évaluons les lois de financement de la sécurité sociale, enfin certaines mesures de ces lois de financement de la sécurité sociale. Et étant donné que le président, lors de ses vœux, a demandé à travailler sur la transformation du financement des établissements de santé et des professionnels de santé, on a évalué, j'ai
fait ce travail d'évaluer les dernières mesures législatives correspondant aux transformations de financement que peuvent être certains articles 51 sur des financements en équipe, des financements un peu différents sur l'éducation, et puis les financements bien sûr de la psychiatrie, des urgences on ne les a pas encore évalués, mais les prémices des services de rééducation. Le PLFSS prochain, c'est toujours le quoi qu'il en coûte? Non, on est dans un moment, on a eu le débat parlementaire sur la programmation de financement pour des financements publics des 5 prochaines années. Donc évidemment, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte. Vous savez, l'état de la dette, on sort progressivement de crises pour lesquelles il était nécessaire de faire ce quoi qu'il en coûte. Mais la responsabilité, notre responsabilité, c'est de maintenir des déficits publics de façon sérieuse. Donc il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte. Par contre, il a été annoncé lors de ce débat parlementaire que la santé ne sera pas un secteur sur lequel on fera des économies. Ce qui est un peu différent du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire on maîtrise les comptes sans économie de plus. Mais on compte sur vous pour les petites semaines qui viennent, parce qu'on souhaiterait vraiment qu'il y ait un ondam rectificatif. Mon homologue de la FHF hier l'a demandé, 1,5 milliard d'euros pour faire face à l'inflation, à l'augmentation des salaires. Et bien sûr de l'énergie, qui en 2023 est effroyable. En 2022, nous étions un peu protégés par nos contrats. En 2023, c'est plus le cas. On a plus de 3% de nos charges qui sont liées aujourd'hui à l'énergie. Donc c'est extrêmement préoccupant. La mission IGAS sur le financement qui est en cours, ça va sortir quand ça? Alors, en tant que parlementaire, moi, j'ai pas on a eu le pré-rapport. Je vous l'enverrai, Madame la députée. On l'a reçu ce matin. Il dit quoi? Il dit qu'il faut réformer, mais sans trop réformer. Donc c'est pas mal. Mais en 140 pages. Mais nous sommes plutôt positifs parce qu'il y a quand même des évolutions qui doivent être apportées, je dirais, pour éviter la multiplication des actes, la pertinence et faire en sorte que cette tarification de l'activité soit pérenne. Donc on ne change pas le fondement, mais sur les urgences, par exemple, sur la réanimation, les soins continus, on peut envisager une dotation populationnelle. C'est un peu la mode en ce moment. 140 pages, mais intéressantes à lire. On est toujours aussi inquiet sur 2 ou 3 secteurs, la psychiatrie, la pédiatrie. Ici même, on nous a alertés, on a fait un débat incroyable sur la pédopsychiatrie. C'est une situation, ça fait froid dans le dos. Alors, il y a eu des mesures de prise ces dernières années sur ces domaines, même si faut rester, encore une fois, très humble, vu la situation critique dans ces domaines, mais comme dans les autres. On ne forme pas un médecin en claquant des doigts, il faut du temps. Il y a eu un nombre de chefs de clinique, notamment pour la pédopsychiatrie ces dernières années, qui ont été orientés. Et je crois qu'il faut qu'on oriente absolument nos formations par rapport aussi aux besoins de la population. Là encore, il s'agit d'un sujet formation qui doit être travaillé avec les universitaires, avec les doyens. Et je crois que c'est très important d'avoir une gestion prévisionnelle en fait, des professions. Il y a un pilote dans l'avion? Où ça Non, y a-t-il à l'État, dans la santé, il y a bien un pilote dans l'avion? Il y en a peut-être trop des pilotes. On avait une conférence il y a quelques minutes sur entre l'assurance maladie, l'État, les parlementaires qui font des lois. Il y a peut-être trop de pilotes, je ne sais pas. Moi, je crois qu'en tout cas, ce qu'on peut voir sur Santexpo, c'est l'ensemble des acteurs très dynamiques et motivés à essayer de résoudre les problèmes monstrueux qui sont en face de nous, qui sont liés à plein de raisons et pour lesquels la France n'est pas isolée. Quand on regarde l'ensemble des pays de l'OCDE, les difficultés face à une non-prévision de cette démographie médicale qui est basse à peu près partout dans le monde, face au vieillissement de la population, on voit bien que malgré les différences de système de santé, tous les pays font face à des difficultés en post-Covid qui sont majeures. Stéphanie Rist, merci. Oui. Juste un petit mot, oui, peut-être pour un message, enfin un mot personnel pour Stéphanie, parce que on parle de violence. On était il y a 1 heure auprès d'un Premier ministre pour rendre hommage aux soignants pour cette violence. Stéphanie a fait l'objet de violence aussi, de violence de col blanc ou de médecins ou on ne sait pas qui, mais extrêmement violente. Et je trouve que c'est totalement inacceptable parce que c'est son rôle de parlementaire de créer, je dirais, une évolution du système de santé et de faire des menaces sur un parlementaire ou qui que ce soit est totalement inacceptable. Et je voulais saluer son courage parce que c'est important de le rappeler qu'il y a des hommes et des femmes courageux malgré ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter.
Merci beaucoup et merci d'être venu Stéphanie Rist sur le plateau de FHP Direct.